Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur la longévité humaine, sur qu'est-ce qui a provoqué le fait que l'homme s'est mis à vivre de plus en plus longtemps. Mais bien sûr, on est limité dans cette longévité. Mais par rapport aux autres primates, nous avons, nous, les humains, une vie qui est relativement plus longue. Alors évidemment, les chimpanzés peuvent vivre jusqu'à 40, 50, 60 ans, mais on voit rarement, on ne voit jamais même de centenaires. Donc l'homme a une programmation pour vivre plus longtemps. Donc cette programmation est bien sûr une sélection de mutations permettant justement de vivre plus longtemps. Mais vivre plus longtemps a obligatoirement des raisons dans l'espèce humaine, car le vieux est un handicap pour le groupe, le ralentissant et ne lui apportant pas forcément des avantages. Par sa vigueur qu'il n'aura plus, donc il va trouver ailleurs des avantages, et l'espèce humaine a cette particularité de s'être focalisée autour d'une particularité, de quelque chose qui est apparu dans l'évolution humaine, qui a fait que prendre de l'âge, avoir des individus plus âgés, était un avantage à un certain moment. Mais qu'est-ce qui a pu donner cet avantage d'être plus âgé? Alors l'intelligence, oui, mais l'intelligence, ça ne veut rien dire. Il y a une fonction particulière dans l'espèce humaine qui a fait naître, qui a fait apparaître des hommes plus âgés par sélection de mutations d'individus qui avaient la possibilité de vivre plus longtemps et qui apportaient à ce moment-là, en vivant plus longtemps, un avantage au groupe. Alors j'ai fait des petits textes Facebook, j'ai même récupéré quelques petits articles intéressants pour vous expliquer un peu les causes, et puis on va essayer de faire des petites découvertes scientifiques en même temps ensemble, puisque ce sont tout de même des réflexions qui mènent à des découverte. Ce n'est pas que du réchauffé d'articles que l'on fait sur cette chaîne. On essaye de faire progresser tous ensemble la science par les questions que vous me posez et des fois les réponses que vous m'apportez. Donc questions que vous me posez qui me font trouver des réponses. Mais j'ai de plus en plus de personnes par cette interconnexion du réseau, des réseaux sociaux, qui m'apportent des réponses fabuleuses sur l'évolution humaine, sur la science en général. Donc nous formons ici un véritable laboratoire de recherche scientifique, en direct quasiment, puisque mes vidéos sont suivies un peu après leur diffusion, mais on va dire que les découvertes que je fais sont en général relayées très vite. Voilà, donc j'ai fait 3 petits textes Facebook. Alors le premier, c'est enseigner par le vécu. Alors vous savez que je fonctionne de façon un peu confuséenne, donc je suis le maître qui répond aux questions de l'élève et qui s'enrichit des questions de l'élève et qui répond parce qu'on lui pose des questions, donc il ne pourrait pas avoir ses réponses, qui ne pourrait pas faire ses découvertes si son cerveau n'était pas stimulé par les gens qui lui posent des questions. Donc on va dire ses élèves, le maître et l'élève dans la tradition classique confucéenne. Donc, alors premier petit texte, c'était enseigner le vécu. À partir d'un certain âge commence l'irrémédiable déclin physique. Mais paradoxalement, nous entrons en même temps dans une phase de développement spirituel dont le but est d'instruire les suivants par l'enseignement de l'analyse de notre vécu. C'est là où on peut déjà s'apercevoir que l'importance de vivre longtemps pour les hommes, ça leur permet justement d'expérimenter la vie et d'en tirer des analyses qu'ils pourront redonner aux générations futures, et ainsi leur éviter bien des problèmes et comme ça pouvoir donner un avantage au groupe humain. Donc j'ai fait un autre petit texte, ça s'appelle « Longévité humaine ». Plus l'homme vit longtemps, plus il apprend de la vie. Plus il apprend de la vie, mieux il enseigne sur son expérience de la vie. Au cours de l'évolution humaine, les hommes vivant le plus longtemps, en bonne santé reproductive et générant des petits vivant eux-mêmes plus longtemps, furent sélectionnés. Ces particularités de longévité et de vitalité permettaient d'accumuler dans les individus plus d'informations issues du vécu pour mieux les retransmettre aux générations suivantes et ainsi
augmenter la capacité de survie de l'humanité par cette accumulation de retransmission de savoir. Si la longévité des individus a augmenté au cours de l'évolution humaine, c'est juste que les vieux, même affaiblis, représentaient un moyen de stockage d'informations complexes, essentiel à la survie du groupe. Donc, vous comprenez maintenant l'avantage d'avoir des vieux et l'avantage de sélectionner des vieux individus. Donc des individus, par sélection naturelle, donc les individus les plus âgés apportent, qui vivent plus longtemps, apportent un plus à la communauté humaine, pas parce qu'ils sont vieux, ils sont affaiblis, ils sont même un boulet des fois, il faut les entretenir, il faut les nourrir. N'oubliez pas qu'on a retrouvé au Paléolithique, je crois, déjà c'était les Néandertaliens, je pense, ou des Cro-Magnons, de toute façon, ils étaient, il y a au moins 40 000 ans, même avant, 50, on a retrouvé des mâchoires d'individus qui étaient complètement usés et qui ne pouvaient vivre que aidés par le groupe. Donc c'était un poids au groupe, et si ces hommes n'avaient pas apporté quelque chose à leur groupe aurait été affaibli, ils n'auraient pas survécu. Donc vous voyez qu'on leur mâchait déjà la nourriture, qu'on leur broyait la nourriture, et que ces gens étaient visiblement incapables de se suffire à eux-mêmes, mais ils apportaient quelque chose au groupe, et cette chose, c'était ce savoir accumulé dans leur cervelle, d'où l'intérêt d'avoir un développement cérébral. Mais je vais expliquer après que le développement cérébral ne s'est pas fait comme ça, qu'il y a une cause au développement cérébral et une cause à cette accumulation de mémoire qui n'est pas anodine. Il n'y a pas un développement comme ça du cerveau par une mutation. Il faut que cette mutation vienne avec un changement du milieu et un changement fondamental dans la structure de ces sociétés. Donc, voilà un peu ce qu'on commence à comprendre, c'est que les vieux deviennent un réservoir, un réceptacle de savoir permettant au groupe d'éviter bien des erreurs et au groupe de survivre. Donc, évitant les morts, évitant les blessures, évitant certaines parasitoses, en apprenant aux individus à ne pas manger tel ou tel plat, en leur expliquant comment fabriquer des outils, en leur expliquant comment cuisiner, comment chasser, comment faire du feu. Il y avait toute une culture qui était accumulée dans la cervelle des individus. Bien sûr, avant l'arrivée, comme je dis tout le temps, des supports mémoriels, que sont la peinture, que sont bien le livre, l'écriture avant le livre, ensuite le livre et ensuite tous nos objets de mémorisation que sont les ordinateurs. Et ça, on va arriver après à comprendre comment l'homme va se transformer. Donc, on peut s'apercevoir que ce sont les hommes les plus âgés donc, qui apportent un avantage, mais comment les hommes les plus âgés se font sélectionner? Alors là, c'est assez marrant. Il y a des recherches qui ont été faites récemment. On s'est aperçu qu'avoir un père plus vieux donc, permettait d'avoir des individus qui vivaient plus longtemps. Alors, c'est pas avoir une mère plus vieille, puisque les femmes, en général, ont très vite une ménopause par rapport aux hommes, et les hommes peuvent se reproduire plus longtemps, mais qu'avoir un père vieux générait des individus vivant plus longtemps. Donc c'est visiblement par l'intermédiaire des hommes, donc des capacités aux hommes de se reproduire, plus tard, que cette capacité, cette longévité s'est progressivement transmise. Alors, il y a encore beaucoup de recherches à faire là-dessus. Je vous lis un peu l'article, je vais vous lire, il est très intéressant. Retarder l'âge de la paternité pourrait rallonger la vie de nos enfants. C'est ce qu'affirment des scientifiques américains du Northwestern University qui ont constaté que les enfants d'un père dont le père et le grand-père sont âgés semblent être génétiquement programmés pour vivre plus longtemps. L'étude publiée dans Proceedings de la National Academy of Sciences montre que la durée de vie est liée à la longueur des télomères. Alors, ces télomères sont situés à l'extrémité des chromosomes et les protègent comme des embouts de plastique sur des lacets, expliquent les chercheurs. Mais la plupart du temps, les télomères raccourcissent avec l'âge jusqu'à ce que les cellules ne soient plus capables de se répliquer. Une longueur plus courte des télomères implique donc une espérance de vie plus courte. Cependant, les scientifiques ont découvert que dans le sperme
les télomères se rallongent avec l'âge, et puisque les hommes transmettent leur ADN à leurs enfants par l'intermédiaire du sperme, leur progéniture peut hériter de ces longs télomères. Nous ne savons pas très bien pourquoi les télomères sont plus longs dans le sperme des hommes plus âgés, mais l'explication la plus probable serait due à une enzyme appelée télomérase, qui aide à prolonger la longueur des télomères, indique Dan Eisenberg. L'auteur principal de l'étude est docteur en anthropologie à l'université de Northwestern. Cette étude, menée sur plus de 1779 jeunes adultes aux Philippines, a aussi montré que les télomères mesurés dans les échantillons de sang étaient plus présents chez les individus dont le père était plus âgé. Ceux qui avaient eu leurs enfants alors qu'ils approchaient de la quarantaine ou venaient de rentrer dans leur cinquième décennie, avaient donc des enfants qui avaient des parents plus âgés, donc de plus de 40 ans, ou autour de 40 ans, ou qui s'approchaient des 50, donc dans la 50e décennie, avaient des télomères plus âgés, donc avaient des probabilités de vivre plus longtemps. Mais également quand le grand-père paternel avait lui-même procréé tardivement. Selon ces chercheurs, de nombreuses études ont suggéré que plus un homme est vieux, et plus la probabilité que les enfants développent des malformations congénitales ou des troubles liés à la santé est grande. Mais selon Dan Eisenberg, les résultats de leurs recherches ne sont pas nécessairement en contradiction avec les recherches précédentes. Nous ne recommandons pas aux gens d'avoir des enfants, alors oui, voilà. Donc c'est assez intéressant, et on peut en tirer une conclusion qu'en fin de compte, il y a de fortes chances que la longévité humaine se soit en partie transmise par les pères plus âgés, et effectivement, un père qui se reproduit plus tard, en général, c'est déjà un père en bonne santé. Donc, il aura plus de chances de générer déjà des enfants qui hériteront de ses capacités. Et en plus, un homme qui se reproduit tard, en général, est un homme qui a une bonne place dans la société, donc qui a pu s'imposer par sa vigueur dans la société. On s'aperçoit souvent que, par exemple, des hommes politiques se reproduisent souvent tard, car ils ont, pour faire de la politique, une certaine énergie que d'autres n'auraient pas, parce que le fait d'être en politique implique que l'on est toujours en guerre et en agression entre des hommes pour pouvoir avoir ce pouvoir. Donc, c'est des hommes qui sont actifs et donc qui ont une puissance interne, donc une énergie qui leur permet de rester actifs longtemps et de monter progressivement en politique et de, en même temps, visiblement se reproduire, car on peut voir que les hommes qui sont en politique font souvent des enfants tard, comme il s'appelle Trump, par exemple. On peut voir qu'ils ont des maîtresses assez tard et ils font souvent des enfants, même parfois assez tard. Donc, on s'aperçoit que, même comme les hommes d'affaires, donc le fait de faire des enfants tard montre qu'il y a une certaine énergie dans ces individus qui leur permet de rester attirants, ou plutôt d'attirer, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt d'attirer des jeunes femmes, puisqu'en général, ce sont les jeunes femmes qui font des enfants et pas les vieilles femmes, l'homme pouvant se reproduire tard, la femme non. Donc on voit à ce moment-là que ça ne peut pas se passer par les jeunes femmes, ça va se passer par les hommes, et cette longévité a de fortes chances de se passer par les hommes, et les hommes actifs, puisque un homme éreinté par le travail, par un travail de soumis, on va dire, par un travail de producteur aux ordres d'un dominant, en général, il est affaibli, il ne va pas forcément faire beaucoup d'enfants tard, il va les faire jeunes, il ne va pas les faire tard. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a à ce moment-là une petite longévité qui va sûrement passer par les hommes, qui va s'acquérir progressivement pour devenir, si vous voulez, des vieux sages, pour que l'homme, puisque l'humanité puisse avoir ces vieux sages qui permettent d'accumuler toute cette mémoire permettant à la communauté humaine d'être plus opérationnelle, d'être plus efficace, grâce justement à tout ce savoir emmagasiné dans les vieux. Voilà. Donc, un vieil homme énergique fera des enfants tard qui eux-mêmes seront des enfants qui pourront accumuler de la mémoire et qui auront beaucoup d'énergie, et à ce moment-là pourront être des réservoirs mémoriels pour le groupe humain. Donc j'ai fait un autre texte, un peu pour compléter un peu cette histoire, et puis je vais vous expliquer maintenant comment cette mémoire est arrivée et par quel processus
hein, l'homme s'est mis d'un seul coup à développer une mémoire importante, hein, et comment justement il a pu rentrer dans ce nouveau monde, hein, ce nouveau monde où il y avait de nouvelles valeurs qui donnaient à l'humanité la mémoire comme outil fondamental, hein, la mémoire transmise, hein, comme outil fondamental de survie et de développement de cette humanité. Donc voilà, je vais vous lire le petit texte, vous allez comprendre que c'est très simple et que ce ne sont pas des mutations qui font apparaître la mémoire, mais c'est un autre changement qui fait que la mémoire devient utile. Hein. N'oubliez pas, c'est comme le poisson, hein, qui a des nageoires, et d'un seul coup, ces nageoires deviennent des pattes. Il n'y a pas une mutation qui fait apparaître des pattes, non, il y a un détournement de fonction, hein, et il y a un changement dans l'utilisation de l'outil tout simplement. Et là, je vais vous expliquer que l'outil qui a changé, hein, et qui a fait se développer cette mémoire, c'est la communication sonore. Donc, le verbe, mais le verbe n'est pas apparu, c'est avec l'apparition du verbe, avec l'apparition des notions de temps, que la mémoire peut se développer. Donc, je vais vous lire ce petit texte et vous allez comprendre comment l'humanité, d'un seul coup, a explosé, hein, explosé culturellement, explosé démographiquement, et surtout explosé au niveau de sa dimension cérébrale, hein, du cerveau, comment ce cerveau a explosé, et à quoi était liée cette explosion du cerveau? Pas à la viande, pas à l'apparition des outils, à l'apparition d'un langage complexe tout simplement, hein, qui a fait exploser le cerveau en taille. Le vieil homme à grosse tête. Alors je vais me donner des titres comme ça. La longévité humaine est directement en rapport avec l'apparition du langage complexe et la capacité de stocker des concepts en mots, ce qui permet d'augmenter d'une façon vertigineuse la capacité de mémorisation, mais surtout de rendre cette mémoire rapidement accessible et opérationnelle. Cette mémoire humaine directement en rapport avec le langage complexe peut être stockée dans les individus et constitue une réserve de savoir et d'enseignement transmissible de génération en génération. C'est donc à partir du moment où le langage s'est complexifié que l'accroissement de la longévité est devenu un avantage évolutif pour l'espèce humaine, en permettant de conserver dans les vieux individus le savoir de la lignée, le savoir du groupe, évitant ainsi aux plus jeunes de commettre des erreurs en les orientant vers les bons choix par l'éducation transmise par le verbe. Malgré sa dégradation physique, le vieux n'était plus un fardeau entravant la survie du groupe, mais il était devenu sa mémoire vivante et sacrée. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. C'est avec l'apparition des notions de temps et de la compression de concepts en mots que l'évolution humaine prit un autre chemin en favorisant les mutations, augmentant la longévité pour stocker de la mémoire dans les vieux individus, et en favorisant les mutations, activant la prolifération neuronale pour stocker de la mémoire dans notre cervelle et accumuler des données compressées en mots. Avec l'apparition du langage complexe, apparut le vieux sage. Alors vous voyez que c'est l'apparition technique du langage. Au début, c'était très rudimentaire, hein. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à compresser des mots, plutôt des concepts, hein, amour, joie, colère, en mots qui permettaient de concevoir des choses qui étaient de l'ordre du sensoriel, mais aussi de concevoir, de compresser des objets en mots, par exemple lion, tigre, femme, enfant, ciel, devant, derrière. Donc, le fait de compresser en mots, hein, permettait d'utiliser beaucoup plus rapidement cette cervelle, hein, car penser en émotion, c'est beaucoup plus lent, donc il fallait comprimer la pensée en sonore au lieu de compresser en sensation totale, qui, à ce moment-là, était stocké dans bien plus de neurones. Donc là, on stocke juste à quelques endroits, hein, et après on peut avoir accès à une mémoire plus importante en se remémorant dans son coin des choses, mais là, il faut que le corps soit au repos, hein, mais le fait de parler en mots permettait d'accéder beaucoup plus rapidement à des données, hein, et de communiquer beaucoup plus vite, donc donnait de l'importance à la mémoire. De plus, ça s'est cumulé avec l'apparition des notions de temps dans le langage, dont seuls les hommes, hein, possèdent cette capacité. Alors les hommes
et les éléphants, mais les éléphants, pour d'autres raisons, parce que ces trompes indiquent les directions, ils peuvent mettre des sons sur ces directions, mais le fait qu'ils soient très gros et qu'ils n'aient pas d'outils, on va dire de membres, de mains, hein, pour faire des outils, les a limités dans leur développement. Puis c'était trop gros, hein, pour se développer plus, ils auraient tout bouffé sur leur chemin et ils seraient morts. Donc l'éléphant a des notions de temps, il a une mémoire fabuleuse, il se souvient de tout grâce aux indications de temps que lui donne sa trompe. Et je vais vous expliquer comment les indications de temps sont apparues chez l'homme, hein, tout simplement. L'homme peut parler du futur, l'homme peut parler du passé, ce qui permet de remémoriser des choses qu'il a vécues pour doubler, tripler, pour épaissir ses connexions neuronales, donc ses connexions synaptiques, hein, ce qui lui permet d'ancrer ses souvenirs dans sa tête. Mais il peut, grâce aux notions de temps, parler du futur. Demain, nous ferons ça, hein, et à ce moment-là, organiser des actions futures dans le but de maîtriser l'univers, et donc de croître et de se multiplier. Donc, ces notions de temps, comme je vous l'ai dit, sont apparues grâce à la bipédie, libération des mains, rentrée en savane de vastes espaces, hein. On va, on vient, on se déplace sur ces vastes espaces, les bras libérés de la locomotion, on indique où l'on va, on montre d'où l'on vient, donc on montre par le pointage le futur et le passé c'est d'où l'on vient, le futur c'est d'où l'on va, la flèche du temps. On met un son sur ces gestes, hein, ou, ha, ha, on enlève les gestes, et l'homme se retrouve avec des notions de temps rudimentaires, bien sûr, dans son langage, mais lui permettant, en groupe, d'organiser le futur, mais aussi par ce son, de pouvoir se remémorer des actions et de pouvoir organiser des actions dans sa tête. Donc on était arrivé dans l'homme historique, dans l'homme réel, celui qui maîtrisait son avenir et qui se souvenait de son passé par le verbe, hein. Je suis celui qui est, comme disait Dieu en face de Moïse, l'homme étant à l'image de Dieu, il est celui qui est capable de dire je suis celui qui est, il est capable de dire je suis, j'étais et je serai, hein, omniprésent, omnipotent par le verbe, hein, comme Dieu l'est par son essence divine. C'est symbolique, mais c'est réel. Donc l'homme pouvait se projeter dans le futur, bien sûr, il se projetait aussi dans sa mort future, générant l'angoisse, la perte de l'innocence, si vous voulez, avec cette capacité de concevoir par le verbe, hein, par la capacité de dire « je serai mort hein, », capacité qui lui permettait de concevoir son anéantissement et cette grande angoisse qui le taraudait, donc la perte de l'innocence. Hein, l'homme a quitté le paradis originel, hein, par ce qu'on appelle le fruit de la connaissance qui est donné par le verbe. Et tout ça, c'est des divagations qui sont réelles, en vérité, qui sont symboliques dans les livres religieux, qui sont réelles quand on applique les lois de la physique, si vous voulez. Donc on peut s'apercevoir que l'homme, par le verbe, hein, a eu cette capacité, hein, d'emmagasiner de la mémoire par les mots compressés, et à ce moment-là, les vieux devenaient plus utiles, car ils pouvaient emmagasiner de la mémoire compressée en son, et là ressortir aux jeunes en leur expliquant ce qui se passait dans le passé, ce qui se passait dans le futur. Et c'est tout simplement à partir du moment où il y a eu ces quelques notions de temps très rudimentaires, hein, comme je dis tout le temps, hein, comme chez certains Indiens d'Amazonie qui n'ont pas de verbe. Hein. Le verbe est arrivé plus tard, sûrement le cerveau a explosé avec le verbe après, mais certains Indiens d'Amazonie on dit qu'ils n'ont pas de notion de temps, ils n'ont pas de verbe, hein, ils ne parlent pas avec de verbe, ce qui est faux, car j'ai des amis qui étudient ces Indiens-là, ils n'ont pas de verbe à proprement parler, c'est-à-dire qu'ils ne conjuguent pas, ils ne disent pas hier je faisais ci, hier je faisais ça, mais ils ont des sons indiquant dans la phrase le passage au passé ou le passage au futur. Donc ils disent aimez-toi, demain aimez-toi, hier aimez-toi. Mais ils n'ont pas je t'aime, mais ce n'est pas grave, on peut très bien communiquer petit chinois en disant toi manger demain avec moi. Hein, mais ils n'ont pas ce verbe. Mais évidemment, les langages primitifs étaient très proches de ça et on peut retrouver quelques fragments de langage primitif. Par exemple, en hongrois, moi qui vis en Hongrie, hein, ils ont le majd, hein, majd qui veut dire futur dans une phrase. Quand vous parlez futur, hein, vous engagez la conversation, ils disent à ce moment-là vous parlez mind, c'est-à-dire vous engagez la conversation dans le futur, c'est évidemment une réminiscence d'un vieux langage des steppes qui devait indiquer justement très rapidement le futur pour peut-être communiquer plus vite sans avoir à verbaliser. Hein. Donc,
Donc la linguistique de base, je ne suis pas linguiste, mais vous comprenez que au commencement était le verbe, tout simplement. C'est le verbe qui fait l'homme, sa capacité de se projeter spirituellement dans le passé et le futur par le verbe, et sa capacité de parler aux autres, aux hommes, entre eux, rapidement et facilement grâce à cette compression de données en mots. Donc à partir du moment où il y a cette compression de données en mots, vous avez vu comme tout est lié, il y a à ce moment-là sélection des individus ayant le plus de neurones à certains endroits pour stocker cette mémoire qui devient utile parce qu'une mémoire comprimée sensorielle, une mémoire non compressée, une mémoire qui est classiquement comme celle des animaux intégrée dans notre cervelle, si elle n'est pas comprimée en mots, donc compressée en mots, elle est beaucoup trop lourde à utiliser, beaucoup trop lente et n'a aucune réelle fonction. Il vaut mieux fonctionner en réflexe conditionné ou en réflexe génétiquement acquis. Donc, on s'aperçoit que l'homme, à ce moment-là, devient un individu culturel, et par ce langage, cet homme... Oh, putain. 1 minute, c'est le téléphone, c'est pas grave. Donc, ça me gêne un peu. Donc, c'est ma maman, comme je dois partir faire de la route, elle m'appelle toutes les 10 minutes. J'ai une vieille maman de près de 90 ans qui est complètement tarée des fois. Mais bon, il faut pas lui en vouloir. Voilà, c'est terminé. Donc, où j'en étais? Donc voilà ce que je voulais dire sur le développement de la mémoire. La mémoire s'est développée, donc les hommes qui avaient le plus de neurones à ce moment-là, donc qui avaient des gènes activant la prolifération neuronale et facilitant les connexions synaptiques, bien sûr, ont été sélectionnés parce qu'à ce moment-là, ils pouvaient plus facilement communiquer et organiser leur avenir, se parler à eux-mêmes dans la tête et parler aux autres, donc à ce moment-là, d'avoir une sociabilisation du groupe plus facile, meilleure, qui leur permettait d'organiser justement la survie du groupe et de survivre par ce verbe. Et parallèlement, cette mémoire a grossi, les hommes sont mis à parler pour emmagasiner de la mémoire, tout simplement verbalisée. Donc comprimée, la mémoire classique étant trop lourde pour être utilisable. C'est pour ça que les animaux ne développent pas une énorme mémoire. Il faudrait d'abord qu'il y ait le verbe, mais le verbe ne peut arriver que s'il y a libération des mains, comme je vous l'ai expliqué. Donc tout a une suite logique. Donc voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a une suite logique, et à ce moment-là, les hommes qui étaient vieux ont été sélectionnés par le système que je vous ai expliqué, là, qui a été découvert récemment, visiblement les télomères augmentant chez les vieux papas, les pères plus âgés, donc ceux qui avaient atteint un stade de domination, par exemple, ou d'importance dans le groupe, donc, ayant quand même accès aux femelles, en étant plus vieux, transmettaient cette possibilité d'être plus vieux à leurs petits par un télomérage plus important, réduisant justement la programmation de mortalité la temporelle, c'est-à-dire que le fait qu'on mourrait plus tard grâce à ce télomérage, comme je l'appelle, je crée des mots comme Rabelais. Donc voilà, c'est assez intéressant de comprendre que tout est lié et qu'en fin de compte, le fait d'avoir accru notre longévité est tout simplement lié au fait d'avoir accru la taille de notre cerveau à cause de notre langage et le fait de capable de mémoriser des quantités industrielles, des quantités énormes de données pour faire survivre le groupe. Donc les vieux avaient une importance parce que le langage était là et ils pouvaient enfin stocker des données facilement retransmissibles et facilement accessibles. Donc à ce moment-là, sélection des individus les plus âgés. Le vieux sage à barbiche, comme on peut voir dans les vieux livres chinois ou dans les vieilles estampes chinoises, et comme ils sont représentés traditionnellement dans tous les textes, le grand front, la grande barbe, le vieux sage, le gros cerveau permettant de mémoriser plein de données, tout simplement, et les attributs de l'âge qui sont le poil blanc, la barbe et des fois la calvitie. Pas chez tous, mais souvent. Donc pourquoi? Alors tiens, on peut parler du poil blanc. Oui, le poil blanc chez l'homme permet tout simplement, alors il est chez le gorille et chez beaucoup d'animaux, mais c'est aussi une façon de reconnaître l'homme d'un certain âge qui est, en fin de compte, un réceptacle de mémoire utilisé pour le groupe, en fin de compte, donc le vieux sage, le mâle dominant, le conseiller, celui qui permettra au groupe de survivre et de se maintenir dans son intégrité. Le groupe étant un organisme permettant de faire survivre l'individu, tout simplement. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que tout est lié et que la longévité est liée à la parole, tout simplement, et au verbe, et que le verbe et la parole ont entraîné
un accroissement direct de la taille du cerveau. Et quand vous regardez, ça les paléontologues n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils sont trop obnubilés sur du détail, quand vous regardez un squelette, si vous trouvez un crâne, quand vous voyez une augmentation de la taille du crâne de nos ancêtres humains, des ancêtres fossiles, vous pouvez être sûr que plus le crâne a augmenté, plus le langage s'est complexifié, permettant d'accumuler de la mémoire et rendant cette mémoire utile par développement du cerveau, tout simplement. Avant, un gros cerveau n'a aucun intérêt, vu que que l'utilisation de cette mémoire serait trop lente s'il n'y a pas compression de données en mots et notion de temps. Tout simplement. Voilà. Alors, la question qui vient après, bien sûr, c'est que l'homme, ça ne lui suffisait plus de stocker dans sa mémoire, puisque c'était très difficile. Alors, il a trouvé maintes subterfuges pour pouvoir stocker un maximum de données, les retransmettre. Alors, au début, c'était comme dans les sociétés primitives, la poésie, quand il n'y avait pas de papier pour tout le monde, le chant. Pourquoi? Parce que sur le chant, sur des mélodies rythmées, on peut rajouter des sons qui s'harmonisent à ces mélodies rythmées, permettant de mieux retenir ces sons. Mais on peut ajouter la poésie. La poésie, c'est quoi? C'est tout simplement une façon de mieux mémoriser des données extrêmement importantes au groupe en faisant des rimes. Donc on ira, comme je dis tout le temps, chercher les mots dans nos petits neurones. Ce n'est pas des cases, c'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont multifonctions, mais il est plus facile d'aller chercher dans les connexions synaptiques similaires où sont stockées des données similaires. Par exemple, une robe rouge sera en partie stockée dans les mêmes neurones qui, eux, auront stocké rouge à lèvres. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que rouge à lèvres est rouge et robe est rouge, et les deux sont attribués à des femmes, par exemple. Mais une partie de voiture sera stockée peut-être chez certains individus dans robe rouge et rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que pour lui, ça sera associé à Ferrari rouge. Donc vous voyez, ce sont des interconnexions neuronales qui permettent de stocker beaucoup de données. Donc, où est-ce que j'en étais? Là, j'ai perdu avec ce coup de téléphone. Ah oui, donc voilà, c'était pour parler de la poésie. Donc, le fait de parler en rime permet de rechercher des mots qui auront la même longueur. Donc, c'est déjà beaucoup plus simple. On va dans l'ensemble des mots, stockés dans certains mots, qui auront à peu près la même longueur rythmée, puisque le cerveau emmagasine une quantité énorme de données, et on va rechercher le même mot, le premier, le second viendra il sera plus facile à trouver car il aura la même sonorité finale. Comme je dis toujours de façon un peu vulgaire, je te sodomise Ursule est beaucoup moins facile à se souvenir que je t'encule Ursule. Pourquoi? Ul permet de récupérer le mot encule et Ursule qui se trouve à peu près stockés en partie dans les mêmes zones neuronales, vu qu'ils ont la même vibration sonore finale, donc les neurones vibrant et stockant de l'énergie en fonction des résonances vibratoires, énergiques, tout est énergie, énergie et vibration, énergie, matière, donc il y aura un meilleur classement cérébral. Simple ce que je vous dis, mais ça fonctionne un peu comme ça. Donc la poésie permet de mémoriser beaucoup plus facilement des données importantes, et ça a été le premier système de mémorisation humain avant l'arrivée des supports. Ensuite, il y a eu comme support bien sûr les peintures dans les grottes qui permettaient de mémoriser certaines choses. Ces formes permettaient de se souvenir de choses. Il devait y avoir des peintures sur les habits au paléolithique. Après il y a eu le néolithique. L'arrivée sûrement de symboles représentant certaines choses. Le symbole permet de mémoriser des choses. Mais ensuite, il y a eu justement l'apparition des écritures rudimentaires, ensuite des écritures, et ensuite, on a fait des livres pour mémoriser, puisqu'on a commencé à externaliser notre mémoire, parce que nos sociétés devenaient de plus en plus complexes. Donc il y a eu externalisation par le livre. On devait apprendre des techniques, apprendre l'écriture, apprendre à mémoriser des symboles représentant des sons qui eux-mêmes représentant des concepts, ou à mémoriser des symboles représentant directement des concepts, comme dans l'écriture chinoise de base, qui demande beaucoup plus d'apprentissage, mais qui génère un cerveau analogique, beaucoup plus analogique.
beaucoup plus important, si vous voulez. Donc, mais qui se met en place très très lentement. C'est une écriture qu'il est très dur de maîtriser, qui est meilleure pour la gestion. Comme j'ai expliqué, vous irez voir mes vidéos sur le sujet. Donc, ensuite il y a eu les livres, ensuite il y a eu l'imprimerie, bien sûr. Au début on écrivait à la main, hein, c'était très dur, c'était des heures. Ensuite il y a eu l'imprimerie, ce qui a permis progressivement de donner accès à la mémoire d'une culture, la mémoire d'un peuple, la mémoire d'une technique, hein, à beaucoup plus d'individus. Hein. Et maintenant, on arrive dans un monde où la mémoire est stockée dans plein d'endroits, hein. La mémoire est complètement externalisée, on n'a plus besoin de la stocker uniquement dans notre cervelle, on a d'abord l'audiovisuel qui est apparu, on pouvait stocker la parole des gens, hein. Donc moi-même en voiture, quand je traverse l'Europe, j'écoute des romans ou j'écoute des émissions scientifiques, ce qui me permet de mémoriser des quantités énormes de données que je n'aurais pas pu mémoriser comme ça parce qu'elles étaient déjà mémorisées à l'extérieur et je n'aurais pas pu me déplacer réduisant les espaces entre les gens. Donc, capacité de mémoriser, c'est l'audiovisuel, mais il y a quelque chose d'encore plus fabuleux qui est arrivé maintenant, c'est l'informatique, les réseaux Internet qui permettent à ce moment-là de mémoriser une quantité de données énorme, mais de faciliter nos recherches. Hein. Nous n'avons plus à chercher, hein. Nous n'avons plus des fois à calculer, puisqu'il y a maintenant l'apparition des calculettes. Notre cerveau n'a même plus besoin de calculer. Ce qu'il faut, c'est aller chercher la bonne calculette pour calculer des données. Hein. Un comptable, avant, devait savoir manier les règles de calcul de base. Maintenant, un comptable a un ordinateur et a des logiciels lui permettant de bien calculer. Donc on voit qu'il y a un changement radical dans la façon dont va se développer l'intelligence future de l'homme. Hein. Donc il n'y aura plus le besoin d'apprendre par cœur de grandes quantités de choses, mais il y aura un savoir différent qui va se développer, et le savoir, c'est de savoir où sont stockées les choses. Donc l'homme du futur ne sera pas un homme qui aura appris une quantité de données par cœur, hein, qui aura dans sa tête un bottin, ou qui aura dans sa tête un dictionnaire, qui aura dans sa tête l'histoire du monde. Non, l'homme du futur sera un homme qui aura dans sa tête le fonctionnement des réseaux de mémoire externe et qui sera allé chercher l'information qu'il désirera, où il le veut, en tapant les bons mots-clés ou en allant chercher dans les bons réseaux. Donc il devra mémoriser des réseaux et non mémoriser ce qu'ont mémorisé les réseaux. Donc on a une nouvelle intelligence qui est en train de naître chez l'homme, c'était la question qu'on me posait, hein, l'homme du futur va devenir débile puisqu'il n'aura plus besoin de rien mémoriser, les ordinateurs vont le faire à sa place, et pas du tout. L'homme du futur va avoir un changement radical d'intelligence en ayant une intelligence de recherche dans le réseau. C'est-à-dire que l'homme intelligent qui s'adaptera donc au nouveau monde sera un homme qui ne fera pas forcément des grands calculs, qui ne connaîtra pas forcément tous les grands penseurs, mais qui sera globalement où ces penseurs sont stockés et qu'est-ce qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire il connaîtra le sens de ce que voulaient dire les penseurs, hein, mais il ne connaîtra pas leur œuvre par cœur, il sera simplement allé les chercher au bon moment, au bon instant. Hein. Donc, on va avoir des chercheurs de réseaux qui seront utilisés, par exemple, les bons mots-clés permettant de rechercher dans les ordinateurs. Hein. On voit maintenant que pour trouver quelque chose qui vous intéresse, hein, il suffit de taper les mots-clés correspondant à ces choses-là, ce qui demande une intelligence analogique. Hein. Donc, je cherche un penseur grec vivait où? En Grèce. Penseurs, quel siècle? Bon, je mets 8e siècle à peu près, et à ce moment-là, j'ai la liste des penseurs grecs. Hein. Donc je cherche penseurs grecs, et je cherche dans cette liste de penseurs, et à ce moment-là, je peux étudier, et je peux me remémorer ce penseur, mais pas stocker toute sa vie. Hein. Je vais simplement stocker les réseaux neuronaux, je vais simplement stocker les réseaux de mémoire externe, stocker leur fonctionnement, stocker à peu près leur localisation, et stocker les mots qui leur correspondent pour aller chercher les informations dans ces réseaux et non stocker toutes les informations dans ma petite tête. Hein. On voit un changement direct de l'intelligence, un changement du fonctionnement de l'intelligence. Hein. On peut voir que même il
petits-enfants maintenant savent utiliser des plaquettes, comment ça s'appelle, des iPads, des palettes informatiques, hein. Ils savent tout de suite agrandir avec leurs pouces, hein, et on s'aperçoit par exemple que les petits-enfants se mettent à avoir une mobilité des doigts liée à l'utilisation de cet ordinateur et un développement des connexions neuronales liées à l'utilisation des doigts sur les tablettes tactiles, hein. Donc on va se retrouver avec des ancrages de mémoire liés à l'utilisation des palettes tactiles, alors qu'au siècle précédent, les hommes mémorisaient des phrases entières, mémorisaient les poètes, mémorisaient des choses, mais ne mémorisaient pas le fonctionnement des palettes et n'avaient pas de connexion synaptique épaisse correspondant juste, hein, au fonctionnement du pouce et des doigts liés à la recherche, hein, sur palette. On peut même voir que le cerveau va sûrement s'adapter justement à cette vision proche et à cette recherche de mémoire, hein. Donc une intelligence complètement différente va naître progressivement. Donc voilà, on m'appelle encore, dans ma famille ils sont un peu carrés. Donc voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo intéressante. Alors est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, c'est tout. Bon, bah écoutez, à bientôt. Bah, je vais partir, je vais rappeler les gens. Petite vidéo assez longue, mais j'espère instructive pour vous tous. À bientôt.